Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. L'année dernière, le Parti québécois, presque jour pour jour, a présenté un livre qui s'intitule « Un Québec libre de ses choix, finance d'un Québec indépendant » que les journalistes ont baptisé « Budget de l'an 1 ». Puis bon, évidemment, le Parti québécois, étant un parti souverainiste, nous dit que le Québec économiserait énormément d'argent. Mais par contre, aujourd'hui, dans la presse, il y a 3 économistes, Robert Gagné, Louis Lévesque et Alain Paquette, ainsi qu'un surnommé André Pratt, si ça vous dit quelque chose. Donc, visiblement, 4 fédéralistes qui disent « Non, M. Plamondon, vous êtes dans l'erreur, mon cher ami, parce que non seulement vous mentez quand vous dites que le Québec économiserait 11 milliards, mais on perdrait jusqu'à 50 milliards de dollars. Donc, on a une amplitude de 60 milliards de dollars. Et on a aujourd'hui avec nous le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Salut, Paul. Comment ça va? Ça va. Écoute, je pense qu'on peut se tutoyer, étant donné qu'on a vécu quand même une aventure ensemble en 2020. Alors, c'est la première fois qu'on se reparle depuis. Si ça intéresse les gens, on n'a pas eu de contact, mais ça me fait grand plaisir de te reparler. Moi aussi. Mais revenons-en à ces chiffres-là. C'est quand même énorme, là, ce que ces gens-là disent. C'est que vous êtes complètement à côté de la traque. Oui, mais en même temps, ça tient sur quoi? On est devant ici un document qui est politique. C'est pas un document universitaire. C'est essentiellement jouer dans la méthodologie pour créer un climat d'incertitude, un climat de peur autour d'un document qui a quand même été vérifié par 6 économistes qui représentent presque toutes les universités au Québec. Une méthodologie qu'on a suivie à la lettre qui est celle de Bélanger-Campeau, donc une méthodologie qui suit un consensus depuis plus de 30 ans. Donc là, on voit le Parti libéral du Québec qui, 1 an plus tard, s'active. C'est comme le retour du camp du non avec les bonnes vieilles méthodes de peur. Et évidemment que si un groupe décide de réinventer la méthodologie, demain matin, il pourrait publier que finalement, c'est 150 milliards de déficit. On peut jouer avec les chiffres de manière infinie si on triche une méthodologie qui pourtant fait consensus depuis plus de 30 ans. Donc, il faut prendre ce document-là pour ce qu'il est. C'est une réponse politique, c'est pas un document universitaire et c'est une réponse politique qui est dans le sillon de ce qu'on a vécu en 80 et en 95, c'est-à-dire instaurer un climat de peur pour décourager l'indépendance du Québec. Tu dois pas être étonné de cette réponse-là de toute façon. Non, j'imagine même que tu t'attendais à... Je suis étonné des délais. Oui, c'est ça. Je suis étonné des délais. Ça a quand même pris 1 an à ce qu'ils s'organisent. Puis, c'est pas comme s'ils sortent des visages nouveaux. Là. Donc, ce sont des gens qui ont toujours été dans le camp fédéraliste, œuvrent de près ou de loin avec le Parti libéral du Québec. Donc, il faut voir ça comme la réplique du Parti libéral du Québec. Et ça pose quand même un défi, c'est-à-dire, aux États-Unis, on parle de « he said, she said ». Mais que faire lorsque il y a des affirmations absurdes dans ce document-là, comme le Canada nous fait faire des économies d'échelle, on n'aurait pas pensé au prix, au coût du fonctionnement des frontières dans notre document, ce qui est évidemment faux. Les services seraient diminués dans notre budget, c'est faux. Mais quoi faire lorsqu'il y a de la désinformation et que médiatiquement, ça risque d'être présenté comme 2 versions valables des faits, alors que la deuxième version est juste un faux? Parce qu'en réalité, c'est une vraie question. Tu vois, moi, je lisais quelque chose tantôt par rapport à cette question-là. Il disait le gouvernement fédéral fournit de nombreux services aux Québécois. Dans un Québec indépendant, bien évidemment, le Québec devrait recréer de toutes pièces ces nouvelles structures-là. Mais de quoi il parle au juste, ça, c'est pas clair, par exemple. Non, en fait, les finances qu'on envoie au fédéral, c'est à peu près 82 milliards. Et là-dessus, il y a une trentaine de milliards qui nous revient en chèques, en fonds de pension, en toutes sortes de contributions directes financièrement. Mais la question, c'est ensuite, quand il y a 50 milliards là, qui est envoyé à Ottawa pour des services, est-ce que ça vaut vraiment ça, ce qu'on obtient en passeport, en gestion des frontières? Et nous, ce qu'on pense, c'est que la fonction publique fédérale a explosé là, en taille. Et le fédéral offre peu de services, beaucoup de gaspillage pour l'argent qu'on envoie. Et donc, moi, je pense, en fait, mon opinion personnelle, c'est que les économies liées à l'indépendance du Québec sont bien plus grandes que ce qu'on a publié il y a 1 an. Parce qu'il y a 1 an, on s'en est tenu à la méthode Bélanger-Campeau qui a été reprise par François Legault, qui est une méthode qui ne reflète pas l'ampleur du gaspillage à Ottawa depuis une décennie. Et ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus si jamais la population nous donne un mandat de former le gouvernement
on va publier un budget qui sera non plus une hypothèse puis une question de méthodologie, mais clairement des engagements de comment on va dépenser les 82 milliards en question. Et là, il n'y aura plus d'ambiguïté, puis il n'y aura plus de guerre de méthodologie comme on vient de voir aujourd'hui. Évidemment, le Canada se défend de donner des services, mais c'est sûr que les services de proximité, bien, tout ce qui est de toute façon les services sociaux, santé, éducation, ce qui coûte le plus cher finalement, c'est évidemment le provincial qui le paye. Alors, 82 milliards, c'est beaucoup d'argent. D'un autre côté, il vous parle des 60 000 Québécois qui travaillent pour la fonction publique fédérale, qui, soit dit en passant, sont mieux payés que ceux qui travaillent pour la fonction publique provinciale. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ces 60 000 personnes-là? Si vous les engagez au Québec, il n'y a comme pas d'économie d'échelle vraiment par rapport à cette question-là. Si vous les gardez en plus, il faut les payer comme ils étaient, donc il faut aussi augmenter les autres fonctionnaires provinciaux. Donc, ils ont quand même un point là-dessus. Oui. Puis en même temps, c'est un très bon exemple dans le document du fait qu'il y a une malhonnêteté par rapport à la nature de l'exercice d'il y a un an. Ils savent très bien qu'on n'avait pas la prétention, dans un cadre financier pro forma, de donner des réponses spécifiques sur combien de fonctionnaires. D'ailleurs, on était très, très clair sur le fait qu'il y aura moins de fonctionnaires, mais qu'on reviendra ultérieurement dans un document spécifique de calcul quand on aura toutes les données. Un exercice pro forma là, pour aider la population à démystifier, c'est qu'on se dit, on va juste faire un exercice théorique sur la base d'un Québec indépendant qui ferait exactement les mêmes choix et fonctionnerait exactement comme le fédéral le fait aujourd'hui. Évidemment, c'est une fiction. Donc, on reviendra sur ces questions-là, mais on a déjà déclaré que non, on ne pourra pas reprendre tous les fonctionnaires fédéraux et qu'on sera très précis sur quel ministère dans quel ministère il y a des coupures et dans quelle mesure, et dans quel autre ministère on aura besoin de tout le monde. Donc, les gens sauront avec beaucoup de précision ce qui en découle, mais il ne faut pas demander, parce que dans le document, on dit qu'on cache des choses, mais le document qu'on a publié il y a un an, et ils le savent très bien, ce n'était pas un document qui visait à répondre à chaque question spécifique. C'est un autre exercice qui viendra éventuellement. Oui, on voit ça dans une perspective... Une perspective qui est plus large, puis ensuite de ça, on va dans le détail. Exactement. Ce qui me fait rire dans cette histoire-là, c'est qu'évidemment, moi, je ne cache pas mes allégeances, évidemment, je suis un péquiste aussi. Mais quand on regarde des gâchis financiers, là, Arrive Cannes, qui avait coûté, au départ, devait coûter 60 millions de dollars, a coûté 750 fois plus cher que le prix qu'on avait dit que ça allait coûter au départ. Donc, on est parti de 80 000 $ et c'est devenu 60 millions de dollars. Et le registre des armes à feu, ben, ça a été exactement la même chose. Ça devait coûter 2 millions, ça a coûté 1,3 milliard pour l'abolir, soit dit en passant. Pour l'abolir, pas comme si on l'avait payé puis qu'il fonctionnait. Puis la même chose pour le système de paye Phoenix, 4 milliards de dollars à l'eau. Alors, quand ces gâchis-là arrivent au niveau fédéral, il n'y a personne qui remet le fédéralisme en question. Et pourtant, quand il y a des imprécisions par rapport à la souveraineté, on dirait qu'il faut toujours être... Là, le standard a complètement changé. Exactement, et ça, je trouve ça toujours étonnant. Ah, oui. Comment tu vois ça, toi? Ben, en même temps, on a gagné quelque chose. Même ces économistes liés au Parti libéral reconnaissent qu'un Québec indépendant est viable financièrement. Tous les élus de l'Assemblée nationale, il y a un an, ont voté en faveur d'une motion qui reconnaît que le Québec est viable financièrement dans l'éventualité de l'indépendance. Donc, en fait, on débat même plus au Québec. Il n'y a plus personne pour prétendre qu'on n'est pas capable de former un pays sur le plan financier. C'est déjà ça de gagner. Puis, je pense qu'on peut aller plus loin maintenant en démontrant à quel point il y a du gaspillage au fédéral. Et le plus difficile pour moi, c'est pas tant les questions financières, c'est évaluer quelle est la valeur d'avoir un gouvernement de trop avec lequel tu essayes de t'entendre, mais tu n'y arrives pas dans à peu près tous les dossiers. Cette maison des fous, là, avec plein de paliers de gouvernement dont les intérêts ne sont pas alignés, combien ça coûte avoir un gouvernement qui ne collabore pas avec ton gouvernement démocratique dans plein de dossiers? Combien ça vaut le mépris canadien envers le Québec? Combien ça vaut le recul du français parce que le fédéral nous impose des politiques qui ne sont pas les nôtres? C'est ça aussi la discussion, c'est ça le défi du Parti québécois dans les prochaines années, c'est d'établir la viabilité financière d'un Québec indépendant, mais de déplacer aussi la discussion en disant, quand François Legault nous parle de sacrifice,
est-ce qu'on peut essayer de quantifier les sacrifices à demeurer dans le Canada? Cette dévalorisation, cette absence d'avenir, cette façon antidémocratique par rapport à notre volonté comme Québécois de fonctionner à Ottawa. Je pense qu'il est là le défi, parce que si on s'en tient juste à des guerres de chiffres, ça revient toujours, il me semble, pour la personne qui écoute ça d'une oreille distraite, à deux versions des faits dans une guerre de chiffres. Mais au moins, on aura gagné que le Québec est viable financièrement dans l'éventualité de l'indépendance. Même ces économistes proches d'André Pratt n'osent même plus remettre ça en question. C'est déjà ça comme avancement. Tu parlais de François Legault qui, soit dit en passant, a aussi fait le même exercice que tu as fait il y a cela plusieurs années, qui lui-même disait que le Québec allait sauver genre 15 milliards de dollars, si je me souviens bien, si mes chiffres sont bons, dans la première ou dans les 2-3 premières années. Donc, puis même moi, des fois, je me dis, même si ça coûtait un peu d'argent, ça me fait toujours rire, cette espèce d'évaluation-là, parce que si tu allais voir les Brésiliens, les Espagnols, les Ougandais, n'importe quel peuple au monde, puis tu leur disais, ben écoute, c'est à peu près quoi, mettons qu'on est 12 milliards en dessous, qui équivaut, je sais pas moi, genre 1% du PIB. Va voir n'importe quel pays, puis dis là, écoutez, nous autres, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner 1% du PIB de votre pays, mais on va prendre les décisions pour vous autres. Est-ce que ça vous intéresse, ce deal-là? Je pense pas qu'il y a grand monde qui accepterait ça, tu sais. Personne qui... Non, mais c'est ça. Donc, si tu calcules juste en termes strictement financiers, ben peut-être que c'est toi qui as raison, puis peut-être que c'est eux autres, les fédéralistes, puis on ne sait pas trop, mais ça, ce genre d'affaires-là, tu sais, on a de la misère à calculer combien on va payer pour un pont. On vient de faire avec la CAQ le pire déficit de l'histoire du Québec. Mmh. C'est un bond gigantesque en termes de milliards, en termes d'endettement annuel. Puis pour autant, notre société n'a pas arrêté. C'est pas recommandé ni recommandable. Mais en effet, on monte en épingle une guerre de chiffres dans le cas de l'indépendance du Québec, alors que sur le moyen long terme, il n'y a pas vraiment de doute qu'une société riche comme le Québec va être parfaitement viable. Et ça soulève toutes les autres questions de pourquoi on demeure là. Mais je pense que les fédéralistes ont compris et ont eu du succès en 80 et en 95 avec le fait que le changement peut susciter de la peur. Et si on amplifie la peur du changement, ça peut devenir à la limite un peu irrationnel. Ça peut devenir complètement amplifié par rapport à ce que c'est vraiment. Et on se rend compte que c'est le bon vieux André Pratt qui nous sort la bonne vieille recette des années 90. Et j'espère que, comme société, on évolue là-dedans, c'est-à-dire que plus le temps avance, j'espère qu'on voit de plus en plus clair dans ce genre de technique politique. Il y a des choses qui sont vraiment mesurables, on va terminer là-dessus, c'est que le Québec, même si on représente environ 22 % de la population, ben on a environ seulement 10 % du réseau routier fédéral. On a seulement 2 aéroports sur une vingtaine, on a 4 ports sur 22. Même pas 1% des parcs nationaux fédéraux. On paye, nous autres, facilement presque le quart de ces sommes-là, mais on n'a jamais la réciprocité. Alors, ne serait-ce que ça se calcule parce que les pourcentages sont là. Ça se calcule, ça a même de l'impact. Ça a même de l'impact sur le calcul de la part de la dette qu'on va prendre parce que le fédéral a moins d'actifs au Québec. Il y a juste moins bâti de choses. Donc, quand on essaie de répartir en fonction des normes internationales, le fait que le Québec est un peu le parent pauvre au niveau des infrastructures fédérales, crée un ajustement sur la part de la dette qu'on va devoir prendre. Et ça nous place au final, c'est important de le mentionner, parmi les situations les plus enviables en termes d'endettement lorsqu'on se classe là, dans les pays de l'OCDE. Donc, la position de départ d'un Québec indépendant, elle est non seulement viable, elle est même avantageuse. C'est sûr qu'il y a plusieurs scénarios qu'il faut envisager dans les premières années, mais de monter ça en épingle puis d'en faire une campagne de peur, c'est franchement pas honnête. Bien, merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. À une prochaine.